Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de seconde sur la description des mouvements. Nous allons voir dans cette première partie mouvement et trajectoire. Alors tout d'abord, nous devons introduire la relativité du mouvement. Nous allons le faire tel que l'a fait Galilée dans son dialogue sur les deux grands systèmes du monde entre deux protagonistes, Simplicio et Salviati. Alors, il pose la situation où nous avons un bateau qui est en train d'avancer dans la direction ici vers la droite et une personne en haut du mât de ce bateau lâche une pierre. Que va-t-il se passer? Alors là, une réponse intuitive qui peut être donnée, c'est que la pierre va chuter de manière verticale pendant que le bateau avance et donc va arriver par rapport au bateau derrière le bateau. L'autre réponse, qui est la réponse correcte, c'est qu'il faut se rappeler que puisque la personne est sur le bateau, elle a la même vitesse que le bateau, de même que la pierre qui est lâchée et donc lorsque le bateau va avancer, au fur et à mesure de sa chute, la pierre, elle aussi, a la même vitesse horizontale et va continuer à avancer horizontalement à la même vitesse que le bateau et donc si elle est lâchée en haut du mât, elle tombera au pied du mât ici. Donc ceci va nous permettre d'introduire le concept de relativité du mouvement. Tout simplement, un mouvement est relatif au point de vue à partir duquel on va le décrire. Ceci en physique, ça s'appelle le référentiel. Le référentiel, il sera constitué d'un solide de référence par rapport auquel on va repérer toutes les positions dans l'espace du système étudié. Par exemple, ça correspond à peu près en mathématiques à l'origine du repère que vous placez sur un graphique. Alors, ce solide de référence, eh bien, par exemple, si on se place du point de vue de la côte ou du bord de la mer et qu'on regarde le bateau avancer, eh bien, on verra une trajectoire pour la pierre qui aura cette allure-là. Tandis que si on se place sur le bateau même et qu'on regarde la pierre tomber, eh bien, on verra une trajectoire verticale ici. Également, le référentiel sera muni d'une horloge pour mesurer le temps et repérer les différents instants correspondant à chaque position pour, ainsi mesurer la durée de la chute, par exemple. Donc, nous venons de le voir, la trajectoire d'un corps va dépendre du référentiel d'étude. Les positions dans l'espace, en effet, seront différentes en fonction du solide de référence qu'on aura choisi. Par contre, les temps mesurés par les horloges dans chaque référentiel seront identiques, c'est ce que l'intuition nous dit. Mais rappelez-vous, en physique, il faut toujours se méfier de son intuition et de son bon sens, et il faut essayer parfois d'aller un petit peu plus loin. Alors, 3 référentiels importants, majeurs en sciences pour décrire les mouvements. Nous avons le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre est constitué de tout solide de référence fixe sur Terre. Donc par exemple, lorsqu'on décrit le mouvement de la chute de la pierre vue depuis le bord, eh bien nous sommes dans un référentiel terrestre. Nous observons le mouvement de la pierre par rapport à la Terre. Ensuite, 2 autres référentiels que nous utiliserons, le référentiel géocentrique qui servira à montrer le mouvement, à étudier le mouvement de systèmes, lorsqu'on est à l'échelle de la planète, de la Terre. Donc, il est constitué du centre de la Terre et de 3 axes qui pointent vers des étoiles. Pourquoi des étoiles? Parce que les étoiles ont des mouvements apparents très lents, quasiment nuls à l'échelle de quelques années et donc nous pouvons pointer ces axes qui seront donc considérés comme un repère fixe. Et donc, il peut être utilisé ce référentiel pour étudier le mouvement de la Lune ou de satellites artificiels, par exemple. Ensuite, le référentiel héliocentrique, qui lui sera utilisé pour étudier les mouvements à l'échelle du système solaire, donc mouvements de planètes ou de comètes, par exemple. Il est constitué du centre du Soleil comme origine et de 3 axes qui pointent vers des étoiles. Alors, maintenant que nous avons défini le référentiel, nous allons pouvoir parler de la trajectoire du système. Qu'est-ce qu'on appelle le système? C'est tout simplement le corps étudié. Ça peut aller d'une particule de la taille d'un électron jusqu'à une planète, par exemple, peu importe. Mais quel que soit le système étudié, nous allons le modéliser par un seul point. Alors, c'est une simplification du problème, puisque ça nous évitera d'avoir une infinité de points à décrire, ou en tout cas un ensemble de plusieurs points à décrire. Par exemple, l'avion qui est ici, eh bien, nous pouvons le réduire à un seul point. Quel point allons-nous choisir? Nous allons choisir ce qu'on appelle le centre de gravité ou centre de masse du système, qui est en quelque sorte au centre globalement de l'ensemble des masses qui constituent le système. Alors, c'est une simplification du problème dans le sens où c'est aussi une perte d'information. Par exemple, si nous sommes sur un système comme une balle de ping-pong,
Elle se déplace, son centre de gravité se déplace, il est vrai, mais il y a également des mouvements de rotation qui peuvent se faire de cette balle. Donc si on simplifie le problème en modélisant par un seul point, nous n'étudierons pas les mouvements de rotation du système sur lui-même. Donc il y a une perte d'information quand même au passage. Alors la trajectoire, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. Quelques trajectoires que vous devez connaître, une trajectoire rectiligne, une trajectoire circulaire, trajectoire parabolique et enfin la trajectoire elliptique. Nous verrons que la trajectoire parabolique, c'est la trajectoire de tout corps lancé sur Terre. Une trajectoire elliptique, eh bien, c'est la majorité des mouvements des corps qui tournent autour d'autres astres dans l'univers ont des trajectoires elliptiques, la trajectoire circulaire étant un cas particulier de la trajectoire elliptique. Voilà pour cette première partie sur l'étude des mouvements. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à la vitesse du système et nous verrons comment tracer les vecteurs vitesse.